Je fus vendu un mardi matin quelque part entre le troisième verre de whisky de mon père et le silence de ma mère. Même maintenant, je me souviens comment la pluie tombait dehors les fenêtres, lente et constante, comme si le ciel lui-même pleurait la fille que j'étais sur le point de perdre. Ils me dirent qu'il avait 90 ans. Ils me dirent qu'il était mourant. Les mots atterrirent lourdement dans notre petit salon, écrasant le peu d'espoir qui y vivait encore. Mon père était assis dans sa chaise avec ses épaules affaissées, plus l'homme fier qu'il avait été autrefois. Ses mains tremblèrent alors qu'il posa le verre. Ma mère se tenait près de la cheminée froide, ses mains serrées, son visage pâle mais calme. Nous ne pouvions pas nous permettre du charbon cet hiver-là. Nous pouvions à peine nous permettre du pain. « Tu épouseras le duc de Rimal, » dit mon père. Sa voix ne tenait plus aucune force. Les papiers sont signés. Je me tins près de la fenêtre et regardais la pluie tracer de fines lignes sur la vitre. Le duc de Randall. Le nom portait la peur avec lui. Personne ne l'avait vu depuis des années. Certains disaient que la maladie avait ruiné son corps. D'autres chuchotaient qu'il était devenu fou et vivait caché dans son domaine loin au nord. « Il est mourant, Vivien, » dit ma mère doucement. « Il a besoin d'une femme pour prendre soin de lui. En retour, nos dettes seront payées. » Je me tournais pour leur faire face. C'étaient des gens qui m'avaient élevé, m'avaient appris à lire, à danser, à croire que la vie pouvait être gentille. Ma mère avait autrefois été admirée par tout le monde. Mon père avait autrefois été respecté. Maintenant, ils étaient brisés par de mauvais choix et pire chance. « Et si je dis non ?» demandai-je. Mon père me regarda finalement. Ses yeux étaient vides. « Alors nous perdons tout. Nous serons mis à la porte avec rien. Personne ne nous aidera. » La pièce devint silencieuse. Je pensais à la vie que j'avais imaginée pour moi-même, aux jeunes hommes qui me souriaient autrefois avant que l'argent ne disparaisse et que les rumeurs ne se propagent. Je pensais à l'amour et à quelle rapidité il s'estompe quand la fortune fait de même. « Quand est le mariage ?» demandai-je. Les lèvres de ma mère tremblèrent. « 3 semaines. Un carrosse viendra te chercher. 3 semaines pour dire au revoir à ma vie. 3 semaines pour me préparer à épouser un homme assez vieux pour être mon arrière-grand-père. Un homme déjà en attente de la mort. »« Très bien, dis-je. » Ma voix ne trembla pas, même si mon cœur se brisait. Je l'épouserai. Le carrosse arriva un matin gris exactement 3 semaines plus tard. Le ciel était lourd et l'air se sentait froid et final. J'embrassai ma mère, respirant l'odeur familière de lavande. Elle était plus mince maintenant. Elle avait sauté des repas. Je savais. « Tu nous sauves, » chuchota-t-elle. Je montais dans le carrosse sans regarder en arrière. Si j'avais regardé en arrière, je n'aurais pas trouvé la force de partir. Le voyage vers le nord prit 4 longs jours. La terre changea lentement des champs verts à des étendues de terre sauvage et vide. L'air devint plus froid. Les villages devinrent rares. Je passais la majeure partie du voyage à regarder par la fenêtre, me demandant pourquoi un duc mourant me choisirait, moi, une fille de baron, n'ayant plus rien à offrir que l'obéissance. Le 4e soir, le carrosse s'arrêta devant le manoir de Rindal. Il s'élevait de la terre comme un géant de pierre, grand et froid, ses fenêtres brillant faiblement de la lumière des bougies. Le vent me transperça à travers mon manteau alors que je descendais. Une femme attendait à la porte. Elle était vieille avec des cheveux argentés tirés en arrière et des yeux perçants qui ne manquaient rien. « Mademoiselle Hartley, » dit-elle, « je suis la dowager, duchesse de Randall. Bienvenue. » Ces mots étaient polis, mais son ton ne tenait aucune chaleur. À l'intérieur, le manoir était grand et silencieux. Haut de plafond, bois sombre, vieille tapisserie, beauté partout, pourtant pas de vie. « Vous rencontrerez mon petit-fils demain, » dit-elle. « Petit-fils. » Le mot me frappa fort. Si elle était sa grand-mère, alors le duc devait être encore plus vieux que 90 ans. Je ne dis rien et suivis une femme de chambre jusqu'à mes chambres. Le mariage était dans 2 jours. Personne ne me dirait son nom. Personne ne parlait de lui. Les domestiques évitaient le sujet.
Les robes arrivèrent, riches et coûteuses, me vêtant comme une poupée pour l'exposition. Le soir du mariage, je marchais seul jusqu'à la chapelle. Il n'y avait pas d'invités, pas de musique, seulement la lumière des bougies et le silence. La duchesse douairière attendait à la porte. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-elle. « Oui, dis-je, bien que je ne l'étais pas. » À l'intérieur de la chapelle, un prêtre se tenait à l'autel. À côté de lui se tenait mon marié. Il était courbé, enveloppé de tissu sombre. Une capuche couvrait sa tête et un masque noir cachait son visage. Il s'appuyait lourdement sur une canne. Sa respiration semblait faible et rauque. C'était l'homme que j'allais épouser. 90 ans, mourant, j'avançai et me tins à côté de lui. Le prêtre commença les vœux. Ma voix sembla distante même pour moi quand je dis « Je le veux ». Le prêtre se tourna vers le duc. Il y eut une pause. Puis quelque chose changea. L'homme à côté de moi se redressa. La canne tomba au sol. Des mains fortes se levèrent et arrachèrent le masque. J'oubliais comment respirer. Le visage en dessous était jeune, incroyablement jeune. Peau lisse, cheveux sombres, yeux perçants de la couleur des ciels d'hiver. Il se tenait grand et puissant. Aucun signe de maladie ou d'âge. « Mon nom est Nathaniel Bain, » dit-il, sa voix profonde et régulière. « J'ai 25 ans et vous êtes maintenant ma femme. » Le monde tourna autour de moi. Je n'avais pas épousé un vieil homme mourant. J'avais épousé un mensonge. La chapelle parut plus petite après que la vérité fut révélée. Les bougies vacillèrent et les ombres sur les murs de pierre semblèrent se rapprocher comme si elles écoutaient. Je me tins à côté de Nathaniel Bain, mon mari, mon étranger, mon trompeur, et je ne pouvais pas dire si mes mains étaient froides de peur ou de fureur. « Vous m'avez menti, dis-je. » Ma voix semblait calme, mais mon cœur battait la chamade. « Oui, » répondit-il sans excuse, « je l'ai fait. » Le prêtre nous regarda comme s'il était entré dans un cauchemar. La duchesse douairière observait depuis son siège, son visage illisible, sa posture rigide. Ce n'était pas une surprise pour elle. Cela avait été planifié. « Pourquoi ?» demandai-je. « Pourquoi me faire cela ?» Les yeux de Nathaniel restèrent fixés sur les miens, parce que j'avais besoin d'une femme qui venait sans question, sans liens avec mon passé, quelqu'un que personne n'utiliserait contre moi. Une femme achetée avec des mensonges, dis-je. Une femme qui serait en sécurité, répondit-il. Je voulais crier, je voulais courir, mais ensuite je pensais aux bras minces de ma mère, à la fierté brisée de mon père, aux dettes attendant de les écraser si je partais. Terminez la cérémonie, dis-je au prêtre. Les yeux de Nathaniel vacillèrent de surprise. Le prêtre déglutit et continua, ses mains tremblantes. Quand ce fut fait, Nathaniel ne m'embrassa pas. Il prit simplement ma main et me conduisit hors de la chapelle. C'est ainsi que mon mariage commença. En silence, en colère, dans une maison pleine de secrets. Les premières semaines furent solitaires. Nathaniel dormait dans une autre aile de la maison. Il ne me rejoignait au repas que lorsque le devoir l'exigeait. Quand il parlait, ses mots étaient polis et prudents, comme si nous étions des étrangers forcés de partager l'espace. J'essayais de le comprendre. Je posais des questions. Il n'en donna aucune. Quand j'insistais, il devint froid. « Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de savoir », me dit-il un soir, alors que nous étions debout dans un long couloir éclairé par une seule lampe. « Je suis votre femme, dis-je. J'ai le droit de savoir qui j'ai épousé. »« Vous avez épousé la sécurité, » dit-il. « Rien de plus. » Ces mots coupèrent plus profondément que n'importe quelle insulte. Le manoir lui-même se sentait comme une chose vivante. Les portes restaient verrouillées. Les pièces restaient inutilisées. Les domestiques parlaient à voix basse et évitaient mes yeux. La nuit, le vent hurlait à travers la terre, et la maison gémissait comme si elle portait une vieille douleur dans ses murs. Ma femme de chambre, Ruth, était la seule qui parlait librement avec moi. Elle était jeune, avec des cheveux roux et des yeux gentils, et elle remarquait tout. « Il y a un homme qui vient la nuit », chuchota-t-elle un matin en me brossant les cheveux.
Toujours après la tombée de la nuit, il rencontre le duc dans son bureau. « Qui est-il » demandai-je. « Je ne sais pas. Il ne reste jamais longtemps. Des secrets partout où je me tournais. Des secrets. » La duchesse douairière me surveillait attentivement. Elle m'invitait au thé chaque après-midi, me posait des questions sur mon éducation, mon enfance, mes pensées, mais elle ne parla jamais de Nathaniel. « Vous êtes plus forte que je ne l'attendais, » dit-elle un jour, posant sa tasse. « Vous en aurez besoin. »« Pourquoi » demandai-je. Elle ne répondit pas. La vérité me vint par accident. Je ne pouvais pas dormir. Une nuit, la maison semblait trop calme, trop lourde. J'enroulai un châle autour de mes épaules et allai à la bibliothèque, espérant qu'un livre calmerait mes pensées. Alors que je passais devant le bureau de Nathaniel, j'entendis des voix élevées. « Vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours », dit un homme vivement. Les gens posent des questions. « Je les protège », répondit Nathaniel. « Ils pensent que vous l'avez tué », dit l'homme. « Ils pensent que vous avez assassiné votre cousin. » Mon sang se glaça. « Je n'ai pas tué Marcus », dit Nathaniel. Sa voix se brisa. Il m'a attaqué. Je me suis défendu. « Alors revenez et dites la vérité. »« Et mettez tout le monde en danger », claqua Nathaniel. « Je ne referai pas cela. » Encore une autre mort, un autre secret. Des pas se dirigèrent vers la porte. Je reculai dans les ombres juste au moment où un homme quitta le bureau. Il était grand, sérieux, et parti avant que je puisse voir clairement son visage. Je retournai à ma chambre avec mon cœur battant. Meurtre, un cousin mort, une peur assez forte pour simuler la maladie et l'âge. Le lendemain matin, je commençai à poser des questions prudentes. Je cherchais dans la bibliothèque. J'écrivis des lettres. Lentement, l'histoire émergea. Marcus Hill était le cousin de Nathaniel. Ils avaient été élevés ensemble. Marcus était charmant et aimé par la société, mais jaloux du titre et de la richesse de Nathaniel. Et il y avait eu une femme, Cecilia. Elle avait été le premier amour de Nathaniel, sa fiancée. Elle mourut il y a 10 ans. La vérité m'atteignit par une lettre cachée dans un vieux livre. Le papier était jauni, l'encre pâlie. Marcus l'avait menacé. Il avait exigé son silence. Elle avait supplié Nathaniel de revenir et de la protéger. 3 jours plus tard, elle était morte. Je trouvais Nathaniel dans le jardin cet après-midi-là. L'air était froid et les roses étaient nues. « Je sais pour Cecilia, » dis-je. Il se figea. « Je sais ce que Marcus a fait, » continuai-je. « Je sais pourquoi vous vous cachez. » Pendant un long moment, il ne dit rien, puis il me regarda. Me regarda vraiment et la douleur dans ses yeux me brisa presque le cœur. « Il l'a tué, » dit Nathaniel. « Il l'a poussé et a appelé ça un accident. » « Et quand vous l'avez confronté, dis-je, il a essayé de me tuer. » Nathaniel répondit, « J'ai survécu. » « Il n'a pas. Et son père vous a blâmé. » « Oui. » Le silence s'installa entre nous. « Je vous ai épousé pour vous protéger, » dit-il doucement. « Si mes ennemis savaient que je vivais, ils vous utiliseraient. »« Vous auriez dû me faire confiance, » dis-je. Il détourna le regard. « La confiance est dangereuse. » Cette nuit-là, quelque chose changea. Il ne m'évita plus. Il parla davantage, partagea des morceaux de lui-même soigneusement, lentement. Nous n'étions pas amoureux, mais nous n'étions plus des étrangers. L'hiver arriva tôt. La neige recouvrit la terre. La maison semblait plus chaude avec des repas partagés et des conversations calmes. J'appris que Nathaniel aimait la musique. Il apprit que j'aimais la poésie. Nous rions parfois et nous nous surprenions. Puis la lettre arriva. Nathaniel la lut et pâlit. « Il sait, dit-il. Le père de Marcus, il sait que je suis en vie. » La peur emplit la pièce. Il arrive. L'homme que Nathaniel rencontrait la nuit arriva le lendemain. Son nom était Thomas Blackwood. Il était avocat et le plus vieil ami de Nathaniel. « Nous avons des preuves, » dit Thomas. « Assez pour l'exposer. » Nathaniel hésita. « Si je sors de l'ombre, des gens pourraient être blessés. » Je pris sa main. « Vous vous êtes caché pendant 10 ans. Il est temps. » Il me regarda.
la peur et la confiance se battant dans ses yeux. « D'accord, dit-il, nous lui faisons face. » Le matin où le père de Marcus arriva, la maison semblait chargée de tension. C'était un homme puissant, confiant, cruel et sûr de la victoire. « Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement, ricana-t-il. » Nathaniel se tint droit, ne se cachant plus. Les preuves furent étalées, des lettres, des témoins, des preuves de mensonges et de menaces. Pour la première fois, je vis la peur dans les yeux de l'homme. « Ce n'est pas fini, » dit-il avant de partir. Mais ça l'était. La vérité se répandit rapidement. La société se retourna. L'homme qui avait traqué Nathaniel perdit tout. Nathaniel fut acquitté de toutes les charges. La maison respira à nouveau. Un soir, alors que la neige tombait doucement dehors, Nathaniel me trouva dans la bibliothèque. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, dit-il. « Je sais, répondis-je. Je ne vous mérite pas, dit-il. Probablement pas, dis-je et souris. Cette nuit-là, quand il m'embrassa pour la première fois, ce fut doux et incertain, rempli d'espoir et de peur. Et pour la première fois depuis que le carrosse m'avait emmené loin de ma vieille vie, je crus que quelque chose de bon pourrait naître de toute cette douleur. Le printemps arriva tranquillement à Rendale. La neige fondit des landes et une vie vert pâle poussa à travers la terre sombre. La maison ne ressemblait plus à une tombe. La lumière emplit les pièces. Des portes qui étaient restées fermées pendant des années furent ouvertes. Les rideaux furent tirés. Le silence qui s'était autrefois pressé contre ma poitrine commença à se lever. Nathaniel ne retourna pas à la société. Des invitations vinrent, mais il les déclina toutes. Il dit qu'il avait vécu trop longtemps à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il ne désirait pas faire semblant à nouveau. Au lieu de cela, il choisit la paix. Notre mariage changea lentement, comme les vraies choses le font souvent. Il n'y eut pas de déclaration soudaine d'amour, pas de grands gestes. Il y eut simplement du temps passé à parler, du temps passé à se promener ensemble sur les terres, du temps passé à apprendre les habitudes et les peurs de l'autre. Nous mangions ensemble chaque soir. Parfois, nous parlions pendant des heures. Parfois, nous nous asseyions dans un silence confortable. J'appris quand il avait besoin d'espace. Il apprit quand j'avais besoin d'honnêteté. Un soir, alors que nous étions assis près du feu, il me regarda pendant un long moment. « Vous auriez pu me haïr, dit-il. Vous aviez toutes les raisons. »« J'ai fait, répondis-je honnêtement. Pendant un temps et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, dis-je, je vois l'homme sous les mensonges. Il hocha lentement la tête, comme si cette vérité importait plus que toute autre chose. La duchesse douairière nous observait attentivement. Un après-midi, alors que nous prenions le thé ensemble, elle parla enfin. « Vous l'avez sauvé, dit-elle. »« Non, répondis-je, il s'est sauvé lui-même. J'ai simplement été à ses côtés. » Elle sourit alors, un petit sourire rare. C'est souvent comme ça que ça se passe. L'été suivit, chaud et lumineux. Mes parents vinrent nous rendre visite pour la première fois. Ma mère pleura quand elle me vit. Pas d'inquiétude cette fois, mais de soulagement. Les dettes étaient parties. La maison était réparée. Ils étaient en sécurité. « Tu as l'air heureuse, » chuchota-t-elle. « Je le suis, » dis-je, surprise de la vérité de ce sentiment. Nathaniel les traita avec gentillesse et respect. Il parla avec mon père jusque tard dans la nuit. Il se promena dans les jardins avec ma mère, écoutant pendant qu'elle parlait de fleurs et de saisons lointaines. En le regardant avec eux, je sentis quelque chose s'installer dans mon cœur. Je tombais amoureuse de mon mari. Pas parce qu'il était un duc, pas parce qu'il était beau, mais parce qu'il était doux avec la douleur, honnête avec la peur, et assez courageux pour faire face au passé. Les mots sortirent un soir sans planification. « Je vous aime, dis-je. » Il se figea comme s'il avait peur de bouger. « Dites cela à nouveau, chuchota-t-il. Je vous aime, Yassi. » Il traversa la pièce en 2 pas et me tira dans ses bras. Il me tint comme s'il avait attendu toute sa vie la permission. « Je vous aime aussi, dit-il.
Je le fais depuis plus longtemps que je n'osais l'admettre. Notre mariage devint réel cette nuit-là. Pas à cause du devoir ou des papiers, mais à cause du choix. L'automne revint, plus riche et plus calme qu'avant. Le manoir se remplit de rires. Des amis vinrent, non par curiosité, mais par loyauté. Le vieil ami de Nathaniel, Thomas, visita souvent, apportant la nouvelle que l'homme qui avait détruit tant de vies avait été entièrement ruiné. Justice avait été rendue. Un soir, je réalisais que quelque chose avait changé en moi. Un savoir tranquille, une certitude. Quand le médecin le confirma, je pleurais. Je le dis à Nathaniel dans son bureau, il me fixa, stupéfait. « Un enfant, dit-il. »« Oui, répondis-je, notre enfant. » Il rit et pleura en même temps. Il me souleva dans ses bras et jura doucement, promettant le monde à quelqu'un pas encore né. La duchesse douairière devint quelqu'un d'entièrement nouveau. Elle sourit davantage. Elle s'inquiéta pour moi. Elle parla de noms et de traditions et d'espoir qu'elle ne s'était pas permis pendant des années. Ma mère vint rester alors que mon terme approchait. Elle me tint la main pendant de longues soirées et me rappela que la force vient souvent tranquillement. Notre fille naquit d'une nuit de printemps, alors que la pluie tapait doucement contre les fenêtres. Nathaniel ne quitta pas mon côté. Quand il la tint pour la première fois, ses mains tremblèrent. « Elle est parfaite, dit-il. » Nous la nommâmes Eleanor. La maison changea à nouveau, plus douce, plus chaude, remplie des sons d'une nouvelle vie. Nathaniel lui chantait la nuit, de vieilles chansons, douces et basses. Elle se calma instantanément dans ses bras. Des années passèrent. La duchesse douairière vécut assez longtemps pour voir Eleanor marcher et rire. Elle décéda paisiblement une nuit d'hiver, enfin contente. Mes parents vieillirent, mais plus heureux. Ils visitaient souvent. Eleanor les adorait. Nathaniel devint l'homme qu'il était destiné à être. Ne se cachant plus, ne étant plus hanté, il géra le domaine avec soin et équité. La terre fleurit sous son attention et notre amour s'approfondit. Pas dramatique, pas parfait, mais stable, réel. Un soir d'été, des années plus tard, nous retournâmes à la chapelle où tout avait commencé. L'endroit où j'avais cru que ma vie se terminait. Au lieu de cela, elle avait commencé. J'avais peur cette nuit-là, dis-je. Moi aussi, répondit-il. Et maintenant, demandai-je. Maintenant, dit-il souriant, je suis reconnaissant. J'ai pensé à la fille que j'avais été. Vendue, effrayée, certaine que son futur ne contenait que devoir et perte. Elle n'avait pas su qu'elle était forte. Elle n'avait pas su que l'amour pouvait naître des mensonges et de la peur pour devenir quelque chose d'honnête et de durable. J'avais été forcé d'épouser un vieil homme mourant. Au lieu de cela, j'en trouvai un vivant, et ensemble nous construisîmes une vie qu'aucun de nous n'avait osé espérer. C'est ainsi que mon histoire se termine. Non par la tragédie,